Mesdames et messieurs, bonjour et merci beaucoup pour tous les messages. Beaucoup de personnes attendaient ce bilan de fin de saison, ça me fait vraiment plaisir. Je m'y attendais pas à fond et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui suivent le projet, ça fait vraiment du bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est le fameux bilan de. Alors, techniquement, c'est le bilan de fin saison, mais vu que j'ai déjà fait une mi-saison C'était le premier, justement, le 1er janvier 2026. J'ai décidé clairement juste de faire un bilan de mi-saison, c'est-à-dire à partir du moment donné où Gary O'Neill reprend l'équipe, jusqu'à donc ce dernier match contre Monaco, match 5-4 complètement dingue. Alors certes, j'aurais pu le faire depuis un petit moment, on est en pleine période de Coupe du Monde, j'avais pas énormément le temps, je préfère être honnête, mais vous allez voir, encore une fois, il y a beaucoup de discussions, il y aura des notes assez difficiles pour certains, compréhensibles totalement pour d'autres, je pense à Datro Fofana, vous verrez à la fin, mais voilà, c'est toujours le bilan de fin de saison. Je sais que vous aimez bien commenter ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont temps à autre d'accord, temps à autre pas d'accord. Ça crée beaucoup de débats et honnêtement, moi j'aime le débat. Alors c'est parti et on va commencer tout de suite avec Mike Penders, le gardien du Racing qui a été très bon cette année. Et on commence directement avec Mike Penders qui a réussi à faire une très bonne fin de saison. Ça a été quand même l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Il a réussi même à surpasser un mec comme Robin Risser dans beaucoup de statistiques. Il s'est vraiment mieux repris lors de cette fin de saison comparé au début. On voit quand même qu'il y a eu une belle progression de sa part. Alors il y a eu beaucoup de matchs dans lesquels il était très important. Ça peut être celui contre l'OM, celui contre Lens, celui contre l'Ajax. Mais je pense quand même que le match le plus important et le meilleur de Mike Penders lors de cette fin de saison, c'est bel et bien le match contre Mayence. Pour cela, je lui mets un bon 7 sur 10, bien mérité. On passe à Ismaël Doucouré qui a quand même été titulaire lors de cette deuxième partie de saison. Ça a été un petit peu notre vice-capitaine, il a fait des bonnes actions, il a fait des bons matchs par-ci par-là. Il y a eu aussi certains matchs où il a quand même été mangé par la pression, mangé par l'adversaire. Je pense au carton rouge qu'il a pris lors du match contre le Havre. À titre personnel, Doucouré, pour moi, ça reste correct, mais sans être énorme. On met un bon 6 sur 10. On passe à Aaron Anselmino. Alors, Aaron Anselmino, c'est un joueur qui n'était pas censé venir ici. Il est venu parce que ça est parti. On se souvient qu'il a carrément pleuré pour ne pas partir de Dortmund. Au final, il a été blessé toute la saison. Il a joué que 15 minutes. Il n'y a pas vraiment de note à mettre. Voilà, juste un bon courage à lui à Chelsea l'an prochain. L'expérimenté Ben Chilwell, alors Ben il a quand même fait des bons petits matchs avec Strasbourg, mais c'était pas le niveau attendu. On espérait voir un Ben Chilwell capable de venir, de prendre le leadership, être peut-être même le capitaine aussi, faire des grosses prestations à gauche, et au final on a plus eu un Ben Chilwell mesuré, capable certes de bonnes choses et de mauvaises aussi. J'ai pas un souvenir extraordinaire d'un match de sa part. En tout cas, il a fait un petit peu le travail apparemment dans les coulisses. J'ai envie de mettre un bon 5,5 sur 10 parce que ça reste un joueur d'équipe. L'une des bonnes surprises de cette deuxième partie saison, c'est bel et bien la montée en puissance de Andrew Omobamidele, devenu défenseur titulaire. Alors certes, il avait fait la grosse faute la saison passée dans le match contre le Havre, et franchement, depuis décembre, il a vraiment tenu ce très bon niveau. Il avait fait un très bon match d'ailleurs contre le Paris FC, un bon match aussi, une bonne deuxième période contre Lyon, contre Lens aussi, et il était même buteur contre Lorient. J'ai envie de mettre ça en avant, c'est pourquoi je vais lui mettre un bon 7 sur 10. Inversement, par avec la plus grosse déception de ce mercato d'été, c'est bel et bien Lukas Högberg, annoncé comme l'un des gros top défenseurs centrales qui venait du Danemark. Il n'a jamais réellement pu s'imposer. Les matchs, ça a été un désastre. J'ai pas le souvenir d'un bon match d'ailleurs lors de cette deuxième partie de saison. Et c'est quand même un petit peu problématique pour un joueur avec qui on avait posé plus de 15 millions d'euros si mes souvenirs sont bons. C'est pourquoi j'ai dû aller sur une note un peu difficile, mais bel et bien un 2 sur 10. C'était la hype de la pré-saison, Amadou Cissé, qui au final n'a pas réussi à s'imposer du côté de Le Mans. Il est revenu du côté de Strasbourg en hiver. On ne l'a vu uniquement que 90 minutes, c'était lors du match contre Rennes où Gary O'Neill avait totalement tout tourné. On n'a pas vu un mec d'un niveau exceptionnel, mais on doit quand même assumer le fait que c'est un mec qui s'est bien battu lors de ce match-là. À voir lors de la prochaine saison, pas de note pour lui. On passe sur Galadoué, qui était absent quand même une bonne partie de cette deuxième partie de saison, avec une maladie qu'il avait eue. Il a quand même fait des bons matchs, on se souvient naturellement de ce match exceptionnel contre le Paris Saint-Germain, où il a mis d'ailleurs un joli but. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi eu le match aller contre Mayence, c'était un petit peu plus en difficulté. Autrement, ça restait quand même un défenseur qui était titulaire, qui était très propre dans ce qu'il faisait. Pour moi, ça reste quand même une belle valeur sûre du côté de Strasbourg, et ça mérite un 7 sur 10.
C'est l'un des joueurs qui a le plus gagné de la venue de Gary O'Neill, bel et bien c'est Diego Moreira, qui est repassé ailier droit d'ailleurs sous Gary O'Neill, fortement très important dans la construction offensive, il a été vraiment présent en étant un ailier intérieur attendu, et j'ai presque envie de dire même que ça lui a même remis la carrière sur pattes. Il nous a fait des bons gros matchs, je pense automatiquement au match contre Monaco en Coupe de France, celui aussi en Ligue 1, même s'il a aussi fait des mauvais matchs, on pense automatiquement au premier match contre Mayence, néanmoins ça reste un pilier de l'équipe, un bon 7 sur 10. Alors lui, on l'attendait lors de la première partie de saison, malheureusement il s'était blessé assez gravement. On l'a enfin vu en fin février, c'est Maxi Oyedele. Il nous a fait des prestations mi-figue, mi-raisin, on va dire ça comme ça. Il y a quand même eu 2-3 petits bons matchs. On va mettre en avant bien évidemment le match contre Nantes avec ce joli but en extérieur. Le match 3-0 qu'on avait gagné contre Nice avec un super doublette avec Samir El Mourabé. Pour moi, ça reste un joueur qui a encore besoin d'éclore et de se connaître. Un 5 sur 10, ça me paraît correct. Sur Sébastien Nanasi, il y aurait tellement à dire, mais je vais être très rapide et concret. Je pense que c'est grâce à lui que Gary O'Neill est toujours sur le banc de Strasbourg, du moins était puisqu'il est parti maintenant à Ipswich. Nanasi, c'est le match contre Mayence, le retour, le match contre Lorient, c'est le match contre Monaco. À chaque fois qu'on a fait appel à lui, il n'a jamais déçu, il a toujours fait ses passes décisives, il a toujours mis ses buts, il a toujours été extrêmement important pour Strasbourg, et pourtant il a toujours été vu comme un remplaçant pour Gary O'Neill. Je trouve ça absolument dégueulasse, et moi je lui mets un bon 8 sur 10 et un merci. Encore un jeune du centre, on a vu lors du match contre Rennes, il était même titulaire à ce moment-là, c'est Idrissa Sabali, le géant milieu. Alors on a vu quand même un joueur qui avait une bonne envie, mais encore une fois, il y a une déficit de niveau, c'est assez similaire à Amadou Cissé, on verra ce qu'il fera l'an prochain. Un autre flop, c'est malheureusement Mathis Amougou. On ne l'a pas vu sur sa deuxième partie de saison, et je pense que beaucoup de gens avaient un petit peu d'espoir envers lui. Il a quand même été payé 15 millions, ce qui est quand même énorme. On l'a uniquement vu lors du match contre Angers. Il avait fait une belle prestation d'ailleurs en box-to-box, c'était vraiment pas mal. Voilà, ça donne un petit côté espoir, mais j'ai plus la sensation qu'il va partir l'an prochain, peut-être en prêt ou peut-être même revendu quelque part d'autre. En tout cas, malheureusement, sur cette deuxième partie de saison, ça sera un 2,5 sur 10. C'est le grand gagnant de la venue de Gary O'Neill, Martial Godot, placé titulaire dans ce poste d'ailier gauche. La bonne vitesse qu'il a, la bonne persécution, la volonté aussi technique. Alors pourtant, dans le jeu, j'ai envie de dire, tout ça, ça ne se ressent pas. On a plus la sensation qu'il fait un peu n'importe quoi. Et pourtant, quand on voit un joueur avec autant de buts, autant de passes décisives sur une saison, c'est d'ailleurs le meilleur Africain en France à avoir autant de buts, et ben c'est obligé à mettre en avant, et on va mettre un 6,5 sur 10. L'un des hommes les plus aimés de Strasbourg, Samir El Mourabé. J'ai quand même la sensation qu'il y a deux Samir El Mourabé, un avec Valentin Barco à ses côtés et un sans Valentin Barco. Il y a uniquement le match avec Maxi Oyedele contre Nice où il a été au top du top. Autrement, quand Valentin Barco n'est pas là, c'est très difficile pour lui. On va prendre en preuve le match contre Auxerre avec Abdoul Ouattara à ses côtés. C'est pourquoi je suis obligé d'avoir un avis un petit peu plus honnête envers Samir El Mourabé et je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Et forcément, puisqu'on parle de Samir El Mourabé, je parle évidemment de son compère Valentin Barco. Et il faut être honnête, Valentin Barco, depuis le départ de Liam Rossignol et l'avenue de Gary O'Neill, ça reste assez moyen. J'ai pas le souvenir d'un gros match qu'il a fait, hormis celui contre Brest où il a quasiment joué presque en milieu offensif. Il était très 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 haut sur le terrain. Bon, Valentin Barco, ça reste quand même un joueur très technique, très porté sur l'équipe, avec une bonne grinta, comme on aime à Strasbourg. Je vais lui mettre la même note que Samir, 6,5 sur 10. Abdoul Ouattara, il fait partie de ces joueurs difficiles à noter, puisqu'il est vraiment utilisé absolument partout, que ce soit par Liam Rossignol ou même donc par Gary O'Neill. Il a joué défenseur droit, défenseur gauche, milieu, attaquant même lors du match contre Mayence, d'ailleurs désastreux au poste d'attaquant. Forcément, les performances sont vraiment très hétérogènes, il y a du très bon comme du très mauvais. J'ai presque envie de lui mettre une note qui pourrait être correcte tant pour lui que par rapport à son utilisation, ça sera donc un 5,5 sur 10. On passe à Guessim Yassine, un joueur qui a aussi été mal géré par Gary O'Neill malheureusement. On l'a vu un côté en ailier droit, puis on se taperait sur le banc, puis on se taperait en ailier gauche. J'ai peut-être la sensation que ça a eu un impact sur ses performances, surtout mentalement. Il avait fait quand même un super match contre Reims dès le début. Et malheureusement, il n'a pas pu capitaliser sur ça. Il avait fait aussi un très bon match contre Nice, plus défensivement qu'autre chose. Le reste du temps, ça restait quand même difficile. 4,5 sur 10, ça me paraît honnête.
On passe à Raphaël Louis, et j'ai envie de dire c'est un gros gâchis, j'avais beaucoup d'espoir envers lui. Malheureusement, il ne fait que des passes vers l'arrière, peu de passes vers l'avant, c'est problématique dans des jeux offensifs prônés par Rosenior ou O'Neill. On se souvient tout de même de ses superbes 30 minutes contre le Lorient, où il a été absolument exceptionnel, et puis c'est tout. Et malheureusement, sur une saison, faire que 30 minutes, c'est quand même problématique. Strasbourg ne fera même pas péter l'option d'achat, donc il restera à Benfica. Et pour moi, ça sera donc malheureusement un 2 sur 10. Vous l'attendez tous, le voici enfin, Joaquin Panicelli. C'est clairement le meilleur joueur de la saison côté Strasbourg, hein, forcément. Sa grosse blessure nous a clairement handicapés. Je pense qu'on s'est tous dit qu'à ce moment-là, tout était cuit. Surtout qu'on n'avait pas de buteur derrière capable de faire un minimum de son travail. Et la réalité des choses, c'est qu'il peut quand même remercier le départ de Rosenior, la venue Gary O'Neill pour l'avoir remis peut-être un petit peu plus d'aplomb. Ça l'a aussi aidé un petit peu plus que des top matchs. Et forcément, c'est un 9 sur 10. On passe à son némésis, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est Emmanuel Emega. Franchement, c'était absolument désastreux lors de sa deuxième partie de saison. Et on n'a jamais réussi à rentrer dans le style de jeu prôné par Gary O'Neill. Il a toujours été bloqué dans cette vision à la Rosenior, dans laquelle il devait chercher le ballon vers l'attaque, chercher absolument l'appel, prendre la profondeur et utiliser principalement sa vitesse. Rester en tant que point fixe, en tant que point d'appui, c'est pas pour lui. Et forcément, on ne se souvient d'absolument rien de la part d'Emega, hormis son comportement extra-sportif. Le seul truc à la limite, c'est son but contre Mayence et ses multiples pressings qu'il a fait lors des matchs, et surtout ses rentrées. J'étais sympa, je lui mets quand même un 2,5 sur 10. On passe à David Datro-Fofana, qui a réussi à laisser le souvenir le plus invisible de l'histoire de Strasbourg, tant sur le terrain qu'en dehors. Je me souviens d'ailleurs que Strasbourg avait le match retour contre Mayence, il avait mis une pub sur Instagram d'un ami qui devait faire du textile ou je sais plus trop quoi. En tout cas, c'est un joueur qui n'avait strictement rien à faire de Strasbourg, il est venu là parce qu'on lui a dit de venir là, il n'a strictement rien fait, le seul truc dont on se souvient c'est son tir absolument foireux alors qu'il n'y a plus personne dans le but lors du match contre Rennes. Pour moi, c'est un joueur qui mérite même pas un 1, c'est un 0 de A à Z. On passe à Samuel Amoameo, et Samuel Amoameo, c'est quand même une belle déception. On attendait beaucoup mieux de sa part lors de cette deuxième partie de saison. Malheureusement, il y a eu beaucoup plus de négatifs que de positifs. Il a eu beaucoup de chance, surtout avec la venue de Gary O'Neill. Il est même passé devant Gessim Yassine, parce qu'il avait cette percussion et cette vitesse que Gary O'Neill demandait. Mais hormis le match contre Toulouse, où il avait délivré un très 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 bon match, ça a été quand même difficile, et je vais mettre en avant le désastre, j'ai envie de dire, contre Rijelka, où il a été désastreux du début jusqu'à la fin. Je suis obligé de lui mettre un 3 sur 10, ça me fait mal au cœur, mais bon. Yaya Diémé, c'est un joueur qui est venu un petit peu dans la différence générale. Il est d'abord venu pour la réserve, il a fini par intégrer le groupe professionnel lors des 3-4 derniers matchs. On l'a vu surtout lors du match contre Toulouse, lors du match contre Angers, où il a provoqué d'ailleurs un penalty. Ma foi, ça reste un joueur qui a un niveau pour l'instant pas celui de la Ligue 1, mais il y a du bon petit potentiel. On verra ce qu'il va donner la saison prochaine. À l'instant T, c'est malheureusement un 4 sur 10. Un peu comme Yaya Diémé, c'est la venue lors du mercato estival, d'abord pour la réserve, puis ensuite après pour le groupe pro de Terry Nobissier. On l'a enfin vu lors des 3-4 derniers matchs, aussi comme Yaya Diémé. Il s'est beaucoup illustré lors de sa rentrée contre Monaco, où il a carrément changé le match. Je rappelle, c'est un joueur qui est né en 2009, donc on est vraiment sur un prospect très 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 jeune, français en prime de ça. À l'instant T, comme dit, il n'a pas fait énormément de choses, à part donc, cette belle rentrée contre Monaco, donc ça sera un 5 sur 10, mais attention à lui lors de la prochaine saison. Et on finit avec le joueur le plus frustrant depuis la remontée de Strasbourg, c'est bel et bien Julio Enciso, capable d'être le meilleur joueur de Strasbourg et un des meilleurs joueurs même de la Ligue 1. On prend l'exemple naturellement du fameux match contre Mayence, le 4-0, il fait 3 passes décisives, mais il peut aussi très bien être le pire joueur, et là on prend l'exemple de Mayence, le premier match, donc le match aller. J'ai envie de dire que ça résume beaucoup Julio Enciso, qui est quand même l'un des joueurs les plus personnels que j'ai vu à Strasbourg. Je suis vraiment, mais vraiment pas fan de sa mentalité, et ça va prendre un coup dans sa note. Néanmoins, ça reste fortement l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu du côté de Strasbourg, techniquement, avec la superbe frappe de balle qu'il a. Il a aussi une belle vision des choses, c'est pour ça que je lui mets un joli 7,5 sur 10, mais il aurait pu avoir mieux avec une autre mentalité. Et Gary O'Neill qui va aussi prendre sa petite note, un entraîneur qui
franchement, est moyen, hein. Tactiquement, c'est pas trop ça. Ça a l'air d'être un gars assez super. Il a réussi à remettre un joli aplomb à cette équipe qui était en train de traverser une belle crise sous Rosenior en janvier et en février. Malheureusement, sa gestion d'effectifs, le fait aussi qu'on avait la Conference League et la Coupe de France, nous a plombé. Il aurait dû faire un peu plus de changements. Il a décidé de garder un 11 unique du début presque jusqu'à la fin. Et malheureusement, lorsqu'il a commencé à faire des changements, ça a été lors de matchs assez importants. Forcément, celui de Rennes va être dans la tête de tout le monde. Je trouve un petit peu dommage de la part de Gary O'Neill d'avoir fait une gestion pareille. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Et forcément, je vais être obligé de lui mettre une note un peu salée. Ça sera un 4 sur 10. Et une bonne chance à lui puisqu'il est déjà reparti du côté d'Ipswich. La vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a énormément plu. La prochaine vidéo, ça sera le mercato idéal de Strasbourg. Beaucoup de gens l'attendent enfin en vidéo, j'ai envie de dire. Ça faisait je ne sais combien d'années que je le fais, mais par écrit. Je vous invite vraiment à mettre un petit like, à commenter, à faire un partage, quelle que soit votre plateforme. Hein, tout m'aide énormément et ça aide aussi le projet, ça aide vraiment à grandir. Comme dit, j'essaie de faire ça pour que toute la communauté strasbourgeoise puisse se montrer, puisse même aussi parler un petit peu. Ça fait du bien de voir qu'on est en train de prendre de plus en plus de fans du côté de la Méno. Alors une petite info entre guillemets, c'est quand même que Strasbourg est actuellement sans coach. On est dans un duel entre Schilt Knudsen, donc le coach de Bodo Glimt, qui a fait des choses absolument énormes avec le club norvégien en Ligue des Champions, et Wilfried Nancy, l'ex-coach de Columbus, du côté de la MLS, donc la Major League Soccer, la Ligue américaine, qui a d'ailleurs gagné le titre avec la MLS. Bon, à titre personnel, moi j'apprécie les deux et je pense que les deux seraient quelque chose de positif pour Strasbourg. À voir maintenant s'ils vont rester 1 an, 2 ans, ce serait vraiment le top du top. Et alors 3 ans là, ce serait exceptionnel là. En tout cas, on a tous le même but et la même vision, c'est que Strasbourg finisse le plus haut possible et on l'espère en Ligue des Champions l'an prochain.